Commerce extérieur, encore un fort déficit pour le mois de septembre. L'affaire de l'extension du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, polémique PCPS. Et puis, en marge du conflit libanais, le portrait d'un ambassadeur de choc, Paul Marc-Henri. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le commerce extérieur toujours en rouge. Après une légère pause en août, le déficit s'est creusé en septembre. 12 milliards de francs en données corrigées des variations saisonnières. La facture s'élève désormais à plus de 73 milliards depuis le début de l'année, en 9 mois donc. Et à titre d'exemple, 55 milliards l'année dernière sur 12 mois. Et si le chiffre est important, c'est qu'il influe ensuite sur la tenue du franc, forcément plus faible lorsque la balance est déficitaire. Un déficit endémique depuis l'augmentation de la facture pétrolière, mais il y a aussi, Alain Doubleski, d'autres raisons. Il y en a d'autres, bien sûr, et l'une de ces raisons, c'est le ralentissement de nos exportations. Elles se sont contentées d'être stables, c'est-à-dire 52,7 milliards au mois d'août, 52,5 milliards en septembre. Par contre, les importations, elles, ont nettement progressé. 61,5 milliards au mois d'août, 65 milliards en septembre. Évidemment, ces résultats ne sont pas très brillants pour nos industriels, mais interrogé, un responsable du commerce extérieur tenait à préciser que ces résultats sont dus en grande partie à la hausse du dollar. Ainsi, la facture énergétique, encore elle, a augmenté de 2 milliards de francs entre août et septembre. Alors il faut détailler un petit peu plus finement, Alain, oui, si vous voulez. secteurs. Si on regarde de plus près ce déficit, on constate d'abord qu'il n'est pas général. Il y a excédent, par exemple, pour l'agroalimentaire. Cet excédent est passé de 700 milliards de francs en août à 900 milliards de francs en septembre. En revanche, d'autres secteurs ont vu leur déficit s'alourdir. L'énergie, bien sûr, mais aussi et surtout l'électroménager et l'électronique grand public. Dans ces deux secteurs, les Français achètent étrangers. Ainsi, les importations dépassent de 1 milliard de francs nos exportations. Tout cela, vous l'avez dit, est dangereux pour notre monnaie. Monsieur Jobert, ministre du Commerce extérieur, disait au début de l'année « Il faudra faire beaucoup d'efforts pour ne pas dépasser les 100 milliards de francs de déficit en 1982. » Alors, sur ce tableau, les différents déficits, mois par mois, depuis le début de l'année. En septembre, il avait déjà dépassé les 73 milliards de francs. À la fin de l'année, nous ne serons donc déjà pas très loin des 100 milliards, pas très loin en dessus ou au-dessous de ce chiffre déjà pessimiste de monsieur Jobert. La politique, maintenant, par le biais des affaires sportives. Hier, je vous le disais, Joseph Sangodols, le maire de Saint-Étienne, avait expliqué l'ajournement de la décision d'agrandir le stade Geoffroy-Guichard en vue du prochain championnat d'Europe des nations par un fait de très grave importance, je le cite. Alors, qu'en est-il? Nos confrères de la station de Lyon ont enquêté. Est-ce la fin de la lune de miel entre communistes et socialistes à la mairie de Saint-Étienne? Au centre de la querelle qui les oppose, ce modeste bâtiment qui sert actuellement de centre administratif au club et qu'un des projets d'agrandissement du stade Geoffroy-Guichard avait prévu de raser. Projet que refusait précisément de prendre en compte Joseph Sangodols, maire de Saint-Étienne, pour choisir celui beaucoup plus coûteux qui privilégie les entreprises locales. C'est ce choix qui a mis le feu aux poudres. Est-ce, comme l'affirment certaines rumeurs, parce que ces entreprises locales se seraient montrées beaucoup plus généreuses envers le PC? Ce n'est pas sur ce terrain-là, en tous les cas, que veulent se placer les socialistes, qui se contentent de se saisir d'un prétexte pour se démarquer implicitement de la gestion de Joseph Sangodols et prendre la corde dans la course à la tête de liste pour les prochaines municipales. Car il n'y a pas l'ombre d'un doute, cette affaire est d'abord politique. Chacun sait, en effet, que j'ai fait acte de candidature au nom des socialistes pour conduire une liste d'union de la gauche dans la perspective des élections municipales. Mais ça n'est qu'un des aspects de la question. Lorsque nous sommes toujours en charge de la gestion municipale dans notre ville jusqu'au mois de mars, nous avons en charge les intérêts des contribuables. Et dans cette affaire de l'agrandissement du stade Geoffroy-Guichard, il y a possibilité, sur la base du dossier qui a été étudié par le conseil municipal, de faire plusieurs millions de nouveaux francs. Nous avons chiffré l'économie possible à 5 ou 6 millions de nouveaux francs, 500 à 600 millions de centimes, grâce à un projet qui est, comme on dit dans le jargon technique, le projet le moins disant. Mon secrétaire général m'a indiqué qu'il y avait des problèmes, une enveloppe avait été omise, mal étudiée. Alors
pour éviter toute confusion et spéculation, j'ai dit on retire le dossier, on réunit à nouveau la commission d'appel d'offres restreint, ça aura lieu lundi, et le conseil municipal réunit à nouveau mardi, on va discuter du dossier, c'est tout. Ça n'est pas lié aux problèmes internes de la mairie de Saint-Étienne, aux positions prises par les socialistes? Pourquoi quelle position prennent les socialistes? Ils ont réclamé la tête de liste à Saint-Étienne. C'est la démocratie, ça. Les citoyens trancheront. Il est probable que d'ici les municipales, encore 5 mois, d'autres affaires de ce genre ou de celui de Paris ou Marseille fleuriront. Nous en rendrons compte avec ce qu'il faut de distance. Toujours dans la perspective de ces municipales, une campagne de mobilisation lancée samedi dernier par Lionel Jospin et son parti, le PS. Nous en sommes donc au 2e week-end de mobilisation, pour reprendre les propres termes des socialistes. Serge Misret et Michel Le Garec ont pu constater combien était utile d'établir la communication avec les militants et la population. Vous deviez prendre que les gros, mais alors les petits, qu'est-ce qu'on a pris comme barre? Ah si, monsieur, ne me racontez pas d'histoire. Si vous voulez repasser, je vais vous donner ma feuille d'impôt. Bah, donnez-moi 2 kilos, moi. Attends, mon chéri, je parle à un monsieur. Et tu veux des oignons, tu attends. Je discute. Je reproche les hommes politiques, on les voit, malheureusement ils viennent nous voir au moment où on ne veut pas les recevoir, au moment où on ne veut pas discuter avec eux, au moment où on aurait besoin de dire par des choses importantes comme actuellement. Alors qu'est-ce qui ne va pas d'après vous? La première chose que j'entends dans mon personnel, et même pour moi en tant que cadre, que je reproche, c'est, je vous dis, premièrement, l'inégalité qu'il y a entre les travailleurs du secteur privé et les travailleurs du secteur public. Ça, c'est quand même scandaleux, parce qu'on devait le faire, on devait faire certains progrès à ce niveau-là, on n'a rien fait. Au cours de cette visite, les gens expriment des préoccupations concrètes, pas toujours agréables à entendre parfois, mais il faut savoir écouter, dit Lionel Jospin, et il faut surtout savoir parler et expliquer. Ils ont besoin de comprendre ce que nous faisons, de savoir si c'est bien ce que nous avions dit que nous ferions, s'ils ont eu raison de faire leur choix, ils ont besoin qu'on leur explique ce qu'on fait. Et je crois qu'ils sont prêts, dans les difficultés économiques qu'ils constatent, à reconnaître que nous agissons pour prendre les problèmes à bras-le-corps, à condition de dire, d'expliquer. Si on disait c'est vous qui avez besoin de parler. Oui, je crois qu'on a besoin de parler, les socialistes ont besoin de parler, c'est-à-dire, surtout, ils ont besoin de moins parler entre eux et de plus parler aux autres. Un homme animé par la volonté de convaincre, c'est ainsi que l'ont découvert ces militants d'un groupe socialiste d'entreprise. Un petit coup de patte au passage, c'est pas parce que le gouvernement veut avancer les yeux ouverts que nous devons fermer les nôtres, dit-il. Une caresse dans le sens du poil qui fait ronronner les militants. Est-ce que vous pensez que l'accord est total entre le parti et l'action gouvernementale? Oui, il faut qu'il le soit. Il faut qu'il le soit. Il y a un doute là. Non, mais il faut qu'il le soit. Non, mais je m'explique. Bon, il faut qu'il le soit. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que le gouvernement est notre parti. C'est notre gouvernement. Donc sinon, on ne le défend pas, comme dit Lionel Jospin. Si nous ne le défendons pas, qui va le défendre? Alors maintenant, bien sûr, il est évident que il y a des critiques portées dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, ça va pas aussi vite pour certains, ni aussi loin pour certains qu'on le souhaiterait. Alors concrètement, vous, qu'est-ce que vous allez faire vous-même? Mais je vais faire ce que j'ai toujours fait en tant que militant, c'est-à-dire aller dans les communes, dans ma commune d'abord, autour ensuite, expliquer l'action du gouvernement et puis dire aux gens de garder confiance dans cette gauche qu'ils ont élue. Et vous estimez que le pari qui est engagé est en voie d'être gagné? Oui, tout dépend de ce qu'on appelle gagner. Mais enfin, par rapport à ce qui aurait pu exister si la droite était restée au pouvoir, ça c'est incontestable. Moi, ça me fait tout rire. Battez-vous, répète Lionel Jospin, aux responsables des fédérations Aquitaine et Midi-Pyrénées. La salle trépigne, il y a des socialistes qui grognent parce que le changement ne va pas assez vite ou assez loin à leur gré. Le premier secrétaire fait front. Il faut convaincre que notre politique est positive, dit-il. Mais pour cela, il faut que vous soyez convaincus vous-même. Convaincre, voilà le maître mot et le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier secrétaire du Parti socialiste s'y emploie activement. La Confédération Générale des Cadres, la CGC, a décidé d'abandonner son apolitisme, du moins provisoirement, pour critiquer ou approuver publiquement tel ou tel parti, telle ou telle initiative. On l'entendra donc pendant les municipales. Et puis une manifestation à Paris le 18 novembre.
Les communistes, pendant ce temps-là, vivent à l'heure chinoise. Georges Marchais est toujours à Pékin pour encore une bonne dizaine de jours. Il vient de faire le circuit classique des dirigeants politiques, mais aussi des touristes. Mausolée de Mao et muraille de Chine. Et au hasard d'un entretien avec Patricia Fernelet, une petite phrase que je vous engage à bien écouter et qui peut s'appliquer à d'autres horizons qu'à ceux de la Chine. Cette journée a donc commencé par la visite du mausolée de Mao, un geste symbolique pour Georges Marchais, qui a voulu ainsi rendre hommage aux grands révolutionnaires du XXe siècle. Le secrétaire général du Parti communiste français n'ignore pas que les dirigeants actuels chinois interdisent toutes les formes du culte de la personnalité. Ils ont déclaré récemment que la révolution culturelle dirigée par Mao Zedong avait plongé le pays dans le chaos et qu'elle avait eu des conséquences catastrophiques pour le peuple. Cette condamnation de l'action de Mao ne signifie pourtant pas rejet. Simplement, la glorification a été remplacée par une analyse critique qui dégage dans la vie et l'œuvre de Mao des aspects positifs et d'autres négatifs. Cette réévaluation de Mao satisfait pleinement Georges Marchais. Il l'a dit, il y voit même une convergence avec ses propres analyses, c'est-à-dire il n'y a pas une ligne à suivre. Pas plus la pensée de Mao que le marxisme-léninisme, des formules selon Georges Marchais trop restrictives et qui ne tiennent compte ni de l'évolution ni de l'expérience. Il ne faut pas oublier que maintenant, le socialisme, il existe. Et il existe sur les différents continents. Il y a donc des expériences avec des aspects positifs qui l'emportent de loin, mais aussi des aspects négatifs. C'est vrai pour Mao, c'est vrai pour Khrouchtchev. Nous avons toujours considéré, et nous continuons de considérer que Khrouchtchev, durant un laps de temps plus court, mais a apporté beaucoup au mouvement communiste et ouvrier international. Voilà un point sur lequel les Chinois ne sauraient être d'accord avec vous. Ou alors ils auraient changé. Vous savez, parfois on évolue et sans l'affirmer tout de suite. Une journée, vous le voyez, pleine d'évocations historiques, mais également pleine de réflexions politiques. Avant la reprise des entretiens, dès demain matin entre les deux partis. Georges Marchais nous a d'ailleurs confié qu'il estimait que les discussions avec les communistes chinois étaient directes, ouvertes et amicales. En Pologne, toujours une très vive tension ce matin encore à Nowa Huta. C'est là, tout près de Cracovie, qu'un ouvrier de 20 ans a été abattu mercredi par un milicien en civil, mais pas d'incident significatif ce samedi. Hier soir, de nouveaux affrontements s'étaient produits près de ce complexe sidérurgique. En Italie, grand meeting contre la mafia à Palerme. On n'avait jamais vu autant de monde mobilisé contre une organisation qui fait pourtant peur et qui peut à tout moment organiser des représailles. Victor Vraiment. On dira que ce n'est pas une manifestation syndicale, aussi imposante soit-elle, qui fera peur à la mafia. C'est vrai, mais cette manifestation montre qu'on veut réagir, que la mafia n'est plus considérée comme une fatalité. Il y avait donc des militants venus de toutes les régions d'Italie, il y avait les dirigeants des 3 grandes centrales syndicales. Pour que le gouvernement et les syndicats réagissent de cette façon, il a fallu évidemment l'assassinat le 3 septembre à Palerme du général Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il y a donc cette grande manifestation, mais il faut rappeler aussi que le chef du gouvernement Giovanni Spadolini, entouré de 6 ministres, a réuni hier et ce matin à Palerme les responsables de la lutte anti-mafia. Priorité sera donnée au contrôle fiscal systématique de toutes les sources de revenus suspectes en Sicile. Il y aura un ordinateur central qui rassemblera toutes les données nécessaires. Quant à cette manifestation, peut-être aussi qu'elle donnera un peu de courage à ces Siciliens qui favorisent les entreprises de la mafia par leur silence et leur passivité. Le criminel de guerre Klaus Barbie n'aurait peut-être pas quitté la Bolivie, comme nous le laissait entendre un quotidien de La Paz. D'autres journalistes annoncent le contraire. Proche-Orient, une mise en garde du secrétaire d'État George Shultz aux Nations Unies. Si vous décidez l'exclusion d'Israël de votre assemblée, eh bien les États-Unis se retireront, a-t-il dit, et nous stopperons le paiement de notre contribution. Le bruit du canon ayant cessé au Liban, nous avons décidé de vous proposer les portraits de 2 ambassadeurs, pas comme les autres, dont le rôle fut peu ordinaire tout au long de ce conflit. Meir Rosen, que vous voyez ici, ambassadeur d'Israël en France, nous vous le présenterons demain,
Et puis ce soir, Paul Marc-Henri, l'ambassadeur de France à Beyrouth, que décrit Philippe Rochaud. Ce jour-là, c'était la 7e fois que Paul Marc-Henri, ambassadeur de France, accueillait un contingent de la force multinationale à Beyrouth. 800 para-italiens qui débarquaient au port. Avec les Français et les Américains, ils sont la garantie internationale que les populations civiles du Liban seront protégées. Pour l'ambassadeur, c'est le résultat de semaines de négociations, mais mission délicate que celle de représenter la France à Beyrouth. C'est là que Louis Delamarre, son prédécesseur, a trouvé la mort dans un attentat, et aujourd'hui on dit que la sécurité de Paul Marc-Henri est elle aussi menacée. Vous voulez dire ma sécurité personnelle? Non, je ne pense pas, mais enfin, vous savez, dans ce pays, on ne sait jamais, parce que... Mais enfin, moi, je n'ai pas du tout le sentiment qu'elle soit menacée, mais on me dit qu'elle est menacée, alors je veux bien le croire. Mais je n'ai jamais vécu à ce sentiment-là. Mais effectivement, lorsque nous sommes arrivés, je suis arrivé ici il y a un peu moins d'1 an, effectivement, on parlait beaucoup de cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement des crimes politiques, il y en a eu de nombreux. Nous avions à cette époque, et depuis. Et la France a suffisamment souffert, d'abord la personne de mon prédécesseur par définition, et puis ensuite les autres attentats contre l'ambassade de France. Est-ce que les conditions qui ont amené ces attentats, ou les auteurs vrais de ces attentats, pas simplement ceux qui ont exécuté, mais ceux qui les ont conçus, pensés comme calcul politique, est-ce que ces gens-là ont encore intérêt à éliminer la présence française? Je ne sais pas. Vous êtes arrivé ici dans les années 48-50, vous avez connu les premiers réfugiés palestiniens. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que c'était les Palestiniens? Je suis arrivé ici en mi-49, c'est-à-dire au moment précis où l'on commençait à s'occuper sérieusement de cet afflux de réfugiés qui à l'époque pour le Liban était évalué à environ 1500, 1700. Maintenant nous en sommes à 400 000 pour les raisons que vous connaissez, y compris les migrations de Jordanie dès 70. Mais en fait le problème était posé comme il est posé maintenant, des positions politiques différentes bien sûr, c'est-à-dire ces réfugiés sont-ils là pour toujours? Sont-ils là pour être rapatriés? Est-ce qu'on a un projet à long terme? Est-ce qu'au contraire, chaque année apporte de nouveaux problèmes et on renouvelle pour 1 an, on attend que ça se passe? Et en 49, nous avions essayé un plan qui n'a jamais vu le jour, qui montrait d'ailleurs un peu notre naïveté politique, c'est-à-dire le développement de l'ensemble de la région, c'est ce qu'on appelait le rapport CLAP, dont j'étais le secrétaire et l'un des rédacteurs, et qui prévoyait que les réfugiés seraient recasés nécessairement dans le cadre du développement d'ensemble de la région. Et ceci a avorté immédiatement pour des raisons politiques, naturellement. Mais vous, est-ce que vous avez été étonné par l'émergence du sentiment national palestinien qui s'est renforcé à mesure de l'histoire et des guerres? Je n'ai pas été étonné pour la simple raison que dès qu'on a créé des écoles, et ça c'est l'UNESCO et les Nations Unies qui les ont créées, dès le début, les instituteurs enseignaient la grande Palestine et entretenaient le sentiment patriotique, n'est-ce pas, de la Palestine unie, et même les enseignements de l'OLP, c'est-à-dire le fait que la Palestine doit être un État unique dans lequel il y aura peut-être des Juifs et des Arabes, à l'époque j'entends, c'était cet enseignement-là auquel on croyait. La carte qu'il y avait dans les classes, c'était la carte de la Palestine unie. Donc il n'est pas étonnant que ces enfants formés en 1950-52 et qui ont maintenant 25 ans ou 30 ans, et leurs enfants eux-mêmes d'ailleurs, soient entretenus dans cette idée du retour. Mais pas du retour au sens technique dont je parlais. C'est-à-dire, ils ont cru vraiment que la Palestine unie devait être faite sous l'égide palestinienne, c'est-à-dire non pas israélienne. Je crois que c'est ça le fond de la question. En une année passée au Liban, l'ambassadeur Paul Marc-Henri a connu 4 mois de guerre totale israélo-palestinienne. Il avait vu les Palestiniens s'installer ici en 48. Il a vu les 10 000 fédayines évacuer Beyrouth l'été dernier. Mais surtout, il était présent à toutes les phases des dernières négociations. Et c'est peut-être pour cela qu'il se défend d'être un ambassadeur de choc. Demain donc, le portrait de l'Israélien Meir Rosen. Mort du spectateur blessé jeudi soir à la tête par la balle d'un tireur fou alors qu'il sortait d'un concert du groupe anglais Imagination. Les sports maintenant, avec tout d'abord en rugby, la victoire de l'équipe du Challenge du Manoir sur celle des Barbarians. 2 équipes constituées d'éléments très divers, mais avec un jeu, vous allez le voir, très ouvert. Gilles Cosanet. 2 équipes consacrées à l'attaque qui nous ont offert notamment 3 très beaux essais. 22e minute, mêlée, ouverture de Didier Cambera-Béraud vers Serge Blanco qui fait une somptueuse percée de 50 mètres. Une passe vers Lafont, l'arrière du Racing en position d'ailier. Lafont relance vers Blanco qui suit toujours et c'est le 2e essai pour Blanco en première mi-temps, un essai somptueux que l'on revoit au ralenti. Blanco qui a été le grand animateur de cette rencontre du côté de la sélection du Manoir, un match disputé devant seulement 5000 spectateurs.
Touche à une dizaine de mètres de la ligne de but des Barbarians. En fond de touche, Jean-Claude Scrella lance vers Tafari qui sert Didier Cambera-Béraud. Tout en finesse et en puissance, le digne fils de Guy Cambera-Béraud inscrit le 3e but français. Bientôt peut-être le retour d'un Cambera-Béraud en équipe de France. Les Barbarians ont aussi montré des qualités offensives de grande envergure. Après une mêlée ouverte, Rhys place une superbe accélération. Contré, il tape à suivre pour Ackermann qui transmet à Georges. Et celui-ci, malgré un plaquage désespéré de Mesny, touche dans l'en-but. Score final 22-17 pour la sélection du Manoir. Tennis, Yannick Noah aisément qualifié pour la finale du tournoi de Bâle en taillant un complet sur mesure à l'américain Lapidus en 2-7, 6-3, 6-2. Il rencontrera le Suédois Wilander en finale. Joli match en perspective. Et puis au Tour de Lombardie, en l'absence du regretté Romo Goldèche, la victoire d'un Français, Pascal Jules, qui s'est offert, vous allez le voir j'imagine au milieu des motos et des voitures, qui s'est offert le luxe de battre sur son terrain l'Italien Saronni. Hippisme, je vous rappelle le rendez-vous, comme chaque dimanche, de Pierrette Bresse demain matin à 10h30, mais sans plus attendre ses premières impressions sur le tiercé de demain. Les voici. Eh bien, tiercé demain à Longchamp dans le prix de Jouvence, une course handicap longue de 3100 mètres qui s'adresse à des chevaux et à des juments âgés de 3 ans et plus. Alors ces candidats au tiercé devront faire preuve en plus de leur performance récente de beaucoup de qualités. Première qualité, tenir la licence. Deuxième qualité, avoir une aptitude au terrain lourd. C'est le cas de Don Monteverdi que je vous présente maintenant. Il n'a couru qu'un tiercé auparavant. Il venait de gagner à Deauville au tout début de meeting. C'est un cheval qui a été acquis à réclamer, qui a fait des progrès. Sa qualité intrinsèque n'est pas très grande, mais c'est un cheval qui aime beaucoup les pistes profondes, qui actuellement connaît une très grande forme, mais une surprise de sa part est envisageable. Vous pensez là qu'il peut prendre une place? J'espère en tout cas, sinon je ne le courrais pas. J'attends de lui quelque chose quand même. Les chevaux que je vous propose maintenant sont des spécialistes des pistes profondes, justement. Ainsi, Fac, mon favori, ne devrait pas décevoir. Denel et Roescus ont eu des ambitions classiques et peuvent vraiment se distinguer dans ce tiercé. Et puis, j'ai choisi Prince Wu, le numéro 14, Don Monteverdi, le 8, Jarabub, le 1, Radou et Attaché de presse. Ces chevaux porteront les numéros 9, 5, 4, 14, 8, 1, 15 et 6. Voilà, nous allons encore jouer pour terminer ce journal, jouer au bridge. Le championnat du monde vient en effet de se terminer il y a quelques secondes à Biarritz, et ce sont les Américains Martel et Stanby qui ont remporté le titre par paire. On a souvent opposé le bridge à la belote, le snob et le populaire, et tout cela est bien fini. On compte maintenant près d'1 million de joueurs de bridge en France. Cela dit, vous allez voir, grâce à Henri Slotin et à notre caméraman Dreux, il y a quand même un certain nombre de rites un peu spéciaux avant un championnat du monde. Le casino de Biarritz était une cathédrale où 60 nations participaient à la grand-messe, à la semaine sainte du bridge. Il y avait là les 2000 meilleurs joueurs de la planète, les pros, les idoles, les divas du bridge. Pour la première fois, les Chinois étaient venus à ce championnat du monde. Sous Mao, le bridge était interdit, considéré comme un jeu d'esprit pervers, bourgeois et capitaliste. Réhabilité par Deng Xiaoping, il est devenu un moyen de communication entre les peuples. Voici les Français. Ils étaient champions du monde en titre par équipe depuis 2 ans. Un Italien de la célèbre Squadra Azzurra, 16 fois championne du monde. Et voici les Américains, Chip Martel, professeur d'informatique, et Lou Stensby, conseiller en informatique, au moment où ils viennent de remporter à Biarritz le championnat du monde par paire. En fait, il s'agit d'un duel. Gagner, c'est tuer l'autre. Perdre, c'est être trahi par les cartes
son partenaire ou par soi-même. Dans cette guerre des nerfs, toutes les 7 minutes, à chaque donne, c'est un nouveau problème à résoudre. Au championnat du monde, les joueurs ne se parlent plus, ne se voient plus. Ils sont séparés par un paravent. Pour éviter les intonations, les regards, ils se transmettent les enchères à travers un guichet. On joue même sous l'objectif d'une caméra de télévision. Et dans toute la ville, sur des écrans, les passionnés du bridge peuvent suivre le match. Est-ce que c'est un jeu de gentleman ? Je dirais que ces championnats ont montré la très grande probité qui règne dans la compétition du bridge aujourd'hui, d'une part, mais aussi la très grande courtoisie. Bien sûr, aucun de ces seigneurs du bridge ne songerait à tricher. Ce n'est pas au championnat du monde que l'on verrait des joueurs échanger des signaux de fumée, indiquer la force d'un jeu en le tenant plus ou moins haut, en pianotant sur la table ou encore sous la table. Ici, c'est une lutte sans merci. Un combat de titans monomaniaques qui marchent par deux, dorment dans le même hôtel quand ce n'est pas dans la même chambre, s'aiment ou se détestent, s'insultent ou se caressent des yeux comme de vieux couples. Ils sont 80 millions dans le monde, emportés par la même passion, le bridge. Et 1 million en France, je l'ai dit, et à l'instant, j'apprends que les Français ont remporté le championnat du monde par équipe, ce qui est remarquable donc à Biarritz. Édouard Choulot m'indique par ailleurs que c'est Saroni qui a gagné devant Pascal Jules et non le contraire. Il faut que je vous dise également que à l'instant nous apprenons la mort du ténor italien Mario Del Monaco, vous savez, celui qui était le partenaire de la Tebaldi. Et puis nous n'avions pas tout à fait terminé ce journal, car ce matin il y avait une manifestation à couvrir dans les rues de Paris, une manifestation assez étrange. Pour l'instant le mystère plane, il va se dévoiler dans quelques secondes. 15h, place de la République, samedi après-midi. Quelle poisse, une manif. Curieux tout de même. Un drapeau rouge, flûte trop vite, et ses klaxons. C'est bien le merdier, on a assez à faire notre travail tranquillement sans être encore embêté par tout un tas de manifestations, ça y en a ras-le-bol. Pourtant, les manifestants sont tous là, venus du sud de l'Italie, d'Allemagne et de Belgique, et ils se livrent à un curieux dépoussiérage de la statue. Excusez-moi, en fait, revoilà les Krishnas qui vénèrent la statue en cire de leur gourou disparu, et cela à l'occasion de leur festival de la paix. Ce festival, vieux de 4000 ans, consiste en un défilé de chars de style orissant, merveilleusement décorés de fleurs et de drapeaux. Même les enfants sont de la fête. Je vois pas la raison politique, naturellement, mais enfin, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Monsieur, je trouve superbe, superbe. Super, hein? Est-ce qu'il y a des rapports entre Krishna et la secte Moon? Il nous accueille très bien en tant que personnes âgées. Les Krishnas, qui sont environ 500 en France, obéissent à des règles de vie très précises et ne croyez pas que c'est toujours la fête. Ouais, je respecte tous ces gens, moi, hein. Mais enfin, c'est chiant, on peut pas fumer, quand même. Et non, on ne peut pas fumer. On ne peut aussi avoir de relations sexuelles que pour procréer. Et il faut être végétarien. Enfin, pas de jeu de hasard. Et il faut réciter 1728 fois par jour la prière de Krishna. Tout le monde est aux fenêtres pour voir le gourou pour l'Europe, Srila Bhagavan Goswami Maharaja. Et ne vous y trompez pas, c'est très sérieux. Jean-Yann ne tourne pas 2h moins le quart avant Krishna. Imperturbables ces Romains de notre siècle qui passent devant les kiosques. Et tout cela coûte combien? Bon, une bagatelle. Être riche sous Mitterrand, c'est peut-être se permettre de laisser la place de la République jonchée de fleurs. Voilà, avec Alain Géopétré, notre prière vespérale, la météo pour demain. Oui, la météo dominicale, toujours la pluie, pour ne pas changer. Il est tombé 35 litres de pluie, 35 litres d'eau en 3 heures à Quimper ce matin. C'est énorme, c'est quasiment des pluies tropicales. Regardons où elles sont ces pluies sur la photo satellite de la météo nationale. Donc vous reconnaissez aisément la France. Voici le plus gros de la pluie qui a traîné un peu. Elle s'est un peu ralentie cette tempête, mais elle va quand même traverser. Elle a commencé d'une bonne partie de la journée, elle va quand même traverser demain presque tout le pays. On regarde en détail sur la carte, si vous le voulez bien, le seul endroit de France où il n'y aura pas de pluie et davantage d'éclaircies, c'est l'extrême sud-est et la Corse.
Partout ailleurs, une grosse tranche de pluie, soit discontinue, soit continue ici, avec des orages éventuellement sur les reliefs de l'est du pays. Mais progressivement par le nord-ouest, le ciel deviendra plus variable, avec alternance d'éclaircies, de passages nuageux, beaucoup plus de passages nuageux que de soleil. De nombreuses averses, des orages éventuellement, et toujours des vents forts de sud-ouest sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche, de sud-ouest encore à l'intérieur, mais là ils ne seront plus forts, ils seront assez forts. Je remets le vent à sa place. Les températures sont stationnaires par rapport à aujourd'hui, sans grand commentaire. 13 degrés minimum à Lille, Rouen, maximum 20 degrés en Corse, ça nous fait une moyenne nationale de 16 degrés et demi. C'est pas beaucoup, mais enfin... On aura plus froid dans quelques semaines. Demain, c'est le dimanche 17 octobre, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h15, couché 17h57, et c'est la Saint-Baudouin une fois. Voilà, 3/4 d'heure avant la Saint-Baudouin, à 23h15, Hervé Claude pour le dernier journal, et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée à tous.